Al doctor Carlos Gracia Zamacona, de la Universidad de Alcalá de Henares, egiptólogo y epigrafista del Middle Kingdom Theban Project y director del proyecto Mortex Bar. El doctor Carlos Gracia hace unos meses se puso en contacto con nosotros, con el Museo Arqueológico Nacional, y muy amablemente nos informó que el profesor Berni venía a impartir un seminario a la Universidad de Alcalá de Henares y, bueno, tanto él estaría encantado de dar una conferencia como nosotros de recibirle. Así hoy tenemos el enorme placer de tenerle. La conferencia del profesor Pascal Berni, titulada «Cómo logró Jean-François Champollion descifrar los jeroglíficos», se enmarca en el ciclo de conferencias titulado «La clave de un pasado», que se presentó el pasado mes de junio aquí en este museo, dedicado a la figura de Champollion y lo que supuso para la egiptología el desciframiento de la piedra de Rosetta, de la cual este año celebramos 200 años. Con este año de celebraciones, el museo se une a otros proyectos nacionales e internacionales a través de ciclos de conferencias, como el anteriormente mencionado Champollion, y el que está ahora mismo en curso sobre Tutankamón, el largo camino de la eternidad a la leyenda. Visitas guiadas al templo de Devot y al museo, a nuestras salas, visitas para familias y visitas taller para adultos con iniciación a la escritura jeroglífica. Sin más, cedo la palabra al doctor Gracia Zamacona, no sin antes darle de nuevo las gracias por su amable sugerencia y su gestión. Una vez terminada la conferencia, pasaremos al turno de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Y lo primero quiero agradecer al Museo Arqueológico Nacional la actitud tan colaborativa que han tenido con nosotros en el proyecto. Quería agradecer al Museo Arqueológico Nacional y aquí a Isabel en persona las colaboraciones que hemos estado realizando desde hace ya unos meses con el proyecto de OCR para leer jeroglíficos mediante máquinas. Estamos empezando con esto. Pero también, como en este caso, traer invitado al profesor Vernus y más en un tono personal, quería agradecerle a él haber venido hasta aquí, darnos un seminario mañana en la Universidad de Alcalá y aprovechar la ocasión para compartir su sabiduría aquí, en Madrid y en un sitio tan grande como el Museo Arqueológico Nacional. Y nada más, simplemente, professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. L'extraordinaire prouesse de Champollion, on ne peut pas la comprendre sans savoir d'abord quel a été le destin de l'écriture égyptienne. L'écriture égyptienne a été en usage pendant 3500 ans. Comment ça se fait qu'elle a disparu? D'abord, pourquoi les Grecs et les Romains ne nous ont pas laissé une explication sur l'écriture égyptienne? En fait, ils aimaient l'Égypte. Il y avait même une égyptomanie. Dans les premiers siècles de notre ère, l'élite romaine, empereur en tête, se prirent d'égyptomanie. Une forte inspiration égyptienne parcourut la décoration même et l'architecture jusqu'à élever des petites pyramides. Vous avez une petite pyramide qui est en Italie. De nombreux monuments, dont au moins une vingtaine d'obélisques, furent transportés d'Alexandrie et de la vallée du Nil à Rome et en Italie. Mais il y a encore plus significatif. Certains empereurs romains en vinrent même à utiliser la para de l'idéologie pharaonique, langue et écriture hiéroglyphique comprises, comme mode d'expression. Par exemple, Domitien entendit légitimer la transmission du pouvoir de Titus à lui à travers des textes hiéroglyphiques gravés sur l'obélisque pampilien, actuellement sur la Piazza Navona. Hadrien, parmi les nombreux dispositifs voués à célébrer la mémoire de son bel amant Antinous, fit graver un cérémonial en hiéroglyphes sur l'obélisque Barberini, actuellement sur le mont Piazzo. Alors cette passion égyptomaniaque amena la constitution d'un savoir gréco-romain sur l'écriture hiéroglyphique. Mais ce qui se passe, que je vais vous montrer, c'est que ce savoir était vicié, il était faux. Alors on a de nombreuses notices sur les hiéroglyphes, Hérodote, Diodore de Sicile, Plutarque, Clément d'Alexandrie. Carémon, le précepteur de Némon, avait même écrit un traité sur les hiéroglyphes. Ammien Marcellin reproduisit la tradition en grec des inscriptions hiéroglyphiques gravées sur un obélisque dû à un certain Hermapion. Les Hieroglyphica, attribués à Horapollon, un philosophe et grammairien nourri d'une double culture égyptienne et grecque, étaient un important traité sur les hiéroglyphes. Alors pourquoi ces notices ne nous ont pas donné la clé? Eh bien, il y a une raison à ça. Il y a une raison très profonde.
tout ce savoir accumulé à partir de sources authentiques était vicié par un grave contresens parce que les intellectuels gréco-romains se trouvaient face à une contradiction que je vais vous expliquer. Premier point de la contradiction. Dans l'Antiquité gréco-romaine, la civilisation pharaonique est la mère de toutes les autres et la prime origine du savoir, de la pensée, des sciences et des arts. Premier point. Deuxième point, c'est là où la contradiction arrive. Mais alors ils se disent, l'Égypte, c'est la mère du savoir. Et pourtant, dans les temples, qu'est-ce qu'on a? On a des images représentant des réalités souvent bassement triviales, des animaux familiers, des objets de la vie quotidienne, que quelques initiés manipulaient dans la sacralité et le secret des temples. Comment comprendre qu'une civilisation aussi religieuse, aussi prestigieuse, ait utilisé des signes représentant des animaux, des figures créatiques? Ça, c'est la contradiction des auteurs gréco-romains. Et alors, comment ont-ils résolu la contradiction? C'est ça l'erreur. Ils ont dit, si la civilisation égyptienne, mère de toutes les autres, met en œuvre du trivial, le tout venant du quotidien, voire le grossier dans ses expressions religieuses, c'est qu'elle joue sur une capacité symbolique portée à son plus haut degré pour dissimuler des connaissances fondamentales sur le monde, mais vouées à demeurer secrètes. C'est ce qu'on appelle l'égyptosophie. C'est-à-dire que pour les auteurs gréco-romains, ils ont dit les hiéroglyphes, ce n'est pas une écriture, c'est une révélation de symboles réservés à quelques initiés. Donc tout leur savoir était vicié à la base. Deuxième raison maintenant. Vous savez que l'écriture hiéroglyphique, elle est restée en usage sous les Romains, sous les empereurs romains. Pendant 4 siècles, dans les temples, les Égyptiens continuaient à utiliser les hiéroglyphes. Seulement, catastrophe. Quelle catastrophe? En 392 après Jésus-Christ, l'empereur Théodose décide de fermer tous les temples païens. Et avec les temples païens, il ferme tous les temples d'Égypte. Donc les derniers lieux où on entretenait encore la connaissance des hiéroglyphes. Et puis ça allait de mal en pis. Non seulement les temples ont été fermés, mais l'Égypte est passée sous la direction des Byzantins. Or, à l'époque byzantine, il y avait une tendance qu'on appelait la tendance aniconique, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas avoir de représentation humaine ou animale. Vous avez un exemple ici à Philae. Qu'est-ce que vous voyez à Philae dans le temple? Une scène hiéroglyphique, et les Byzantins, ils ont mis une croix pour effacer tous ces symboles barbares. Mais ce n'est pas fini, la malédiction. Après les Byzantins, il y a eu la prise de l'Égypte par l'islam à partir du 7e siècle. Et vous savez comme moi qu'en islam, pas partout, il y a des exceptions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en général, l'islam est également aniconique. Il a horreur des représentations humaines, horreur des représentations animales. Autrement dit, après la fermeture des temples, tout a disparu parce qu'il y avait la malédiction sur l'Égypte. Alors, l'Égypte, on la connaissait à peine. Quelques écrivains arabes ont tenté de faire des traités sur les hiéroglyphes, mais ils se sont inspirés de l'Antiquité égyptienne, de l'Antiquité gréco-latine, et avec la même idée que c'était des symboles. Et donc, l'Égypte n'était plus connue au Moyen-Âge que comme un endroit de pèlerinage, parce qu'il y avait des pèlerinages qui allaient en Égypte, et les pyramides, on les connaissait uniquement comme les greniers de Joseph, ce que vous avez ici sur la représentation. De l'Égypte ancienne au Moyen-Âge, on ne connaissait que les greniers de Joseph et autre chose que vous allez voir maintenant, la poudre de momie. On ne connaissait l'Égypte qu'un endroit où on allait arracher les momies dans les tombes, les broyer, parce qu'elles étaient recouvertes de bitume, et ce bitume était un ingrédient très utilisé dans la pharmacopée. Et vous avez un pot ici que vous voyez au fond, qui s'appelle la mumia, la poudre de momie. Donc voilà, pendant plus d'un millénaire, la civilisation pharaonique, et les hiéroglyphes bien sûr, ensevelis dans la poussière du temps et de l'oubli. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la Renaissance. La Renaissance va changer les choses pour 2 raisons. Première raison, après la prise de Byzance par les Turcs, après la prise de Constantinople par les Turcs, tous les moines se replient en Occident et ils apportent avec eux les manuscrits des auteurs anciens. C'est-à-dire que la Renaissance va redécouvrir le savoir de l'Antiquité gréco-latine sur l'Égypte ancienne. En particulier,
en particulier, on redécouvre un traité très important qui s'appelle le Corpus Hermeticum, qui est un traité sur les hiéroglyphes, mais encore une fois, un traité complètement contresens. Les hiéroglyphes, c'est des symboles, ce n'est pas une écriture. Première raison qui remet les hiéroglyphes à la mode. Deuxième raison, c'est les papes. Et oui, les papes. Pourquoi les papes? Parce que les papes à Rome ont entrepris de nettoyer la ville. Ils ont fait d'immenses travaux. Et en faisant ces immenses travaux, ils ont redécouvert les obélisques que les Romains avaient apportés là. Et donc, on redécouvre à la Renaissance et sous les papes ces obélisques. Et sur ces obélisques, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des inscriptions hiéroglyphiques, évidemment. Et d'un seul coup, les hiéroglyphes sont projetés sur l'actualité. Les écrivains vont se pencher sur ces textes et vont se demander qu'est-ce que ça veut dire. Alors ça, il faut donc remercier les papes comme Sixtin qui a remis au jour une vingtaine d'obélisques qui avaient été oubliés. Donc voici les obélisques remis d'actualité. Et bien entendu, les intellectuels se précipitent là-dessus. Ils reprennent qu'est-ce que c'est que ces textes qu'il y a dessus. Et ça va être le grand débat entre la Renaissance et le XIXe siècle, un débat très long, très passionné. Qu'est-ce que sont les hiéroglyphes? Alors il y a 3 thèses qui vont se disputer. On va les voir. La première thèse, c'est ce que j'appelle la thèse mystique. Les hiéroglyphes sont des symboles porteurs d'une révélation et accessibles par l'intuition à quelques initiés. C'est la thèse c'est l'égyptosophie, c'est l'héritage gréco-romain. Ce n'est pas une écriture, non, c'est des symboles. Il y a quelques initiés qu'il faut comprendre. Alors cette thèse, elle a été portée par différents écrivains, mais en particulier par une figure très importante qu'on appelle le chanoine Kircher. Le chanoine Kircher, c'était un bon savant, il connaissait plusieurs langues, mais il a déchiffré, il a présenté un déchiffrement des hiéroglyphes qui fait rire tout le monde. Si je vous lisais la traduction, vous serez plié en deux, parce que c'est n'importe quoi, un salmigondi de n'importe quoi, de révélations soi-disant mystiques, et ça ne veut rien dire du tout. Mais c'est une thèse qui était dominante, et je vais vous citer un chef-d'œuvre qui est héritage de cette thèse, vous le connaissez tous, c'est la flûte enchantée. Imaginez-vous que la flûte enchantée, die Zauberflöte, de Mozart, eh bien, vous avez un passage où on invoque Isis et Osiris, et Mozart était tout à fait empreint de l'idée que les hiéroglyphes étaient des symboles, il était franc-maçon et héritier de cette thèse mystique. Donc, vous voyez que même des thèses aberrantes peuvent donner des chefs-d'œuvre. Alors ça, c'était la première thèse. Je reviens sur la deuxième thèse. La deuxième thèse, c'était une thèse très intellectuelle. C'était des philosophes qui disaient « Les hiéroglyphes sont les éléments d'une écriture universelle notant directement la pensée sans passer par l'image. » Ça, c'est un mythe, mais un mythe très fort. Beaucoup de gens rêvaient qu'on pourrait aller aux idées sans passer par le langage. En particulier, par le chinois, on pensait que les Chinois n'avaient que des symboles. Et donc, la deuxième thèse, c'était la thèse philosophique, une thèse représentée par certains philosophes, comme Leibniz en particulier, et qui était très forte. Et puis, il y avait la troisième thèse, la plus juste, évidemment, on va revenir là-dessus, c'est la thèse historique. Pour la thèse historique, les hiéroglyphes sont vraiment une écriture, c'est vraiment une écriture, c'est-à-dire un code permettant de noter visuellement la langue des anciens Égyptiens. Cette troisième thèse fut défendue par des philologues et des philosophes, et ils se divisaient en 2 camps. Les partisans de cette thèse se divisaient en 2 camps. D'une part, les uns qui tenaient que l'écriture était idéographique, c'est-à-dire qu'un hiéroglyphe notant un mot ou une idée fonctionnait comme idéogramme. Les autres qu'elle était phonétique, un hiéroglyphe notant un son de la langue, et fonctionnant donc comme phonogramme ou comme signe alphabétique. C'est un grand personnage, le Danois Zoëga, qui, dans son traité sur les obélisques, rassembla un répertoire de tous les hiéroglyphes connus et pressentit que les signes fonctionnaient comme phonogrammes selon le principe du rébus. Je vous explique ce que c'est que le rébus. Le rébus, c'est utiliser une image, non pas pour ce qu'elle représente, mais pour le son de ce qu'elle représente. Par exemple, je prends un rat, et je l'utilise non pas pour dire le mot rat, rata, mais je l'utilise pour le son rat. Puis je prends un porc,
cerdo. Je ne le dis pas pour le porc cerdo, je le dis pour le son porc. Et j'ai mis rapport, j'ai écrit le mot français rapport. Voilà comment pensait Zoga, on peut, à partir de l'image, arriver au phonétique. C'est une idée très intéressante, c'était très intelligent ce qu'a dit Zoga. Mais le problème, c'est qu'il ne convainquait pas tout le monde, et donc on était, à la fin du XVIIIe siècle, à une espèce de lutte entre les trois thèses. Et donc, tout allait mal, on n'arrivait pas à se sortir de l'affaire. Alors, vous savez ce qui est arrivé, bien sûr, c'est la pierre de Rosette. Vous connaissez tous l'histoire. Les Français font une expédition, l'expédition d'Égypte, menée par Bonaparte, une expédition catastrophique, entre nous soit dit, mais peu importe. Donc, les Français construisent une forteresse à Rosette, qui est un port sur la côte du delta égyptien. Et puis, les Français ils cherchent donc des pierres pour construire le fort, et 2 soldats qui travaillent, d'un seul coup, dégagent un énorme bloc qui fait 1,12 m de haut, 75 mètres de large, 28 mètres d'épaisseur, et qui est en une matière qu'on appelle le granodiorite. Celui qui l'a trouvé, c'est le lieutenant Pierre-François-Xavier Bouchard. Il était intelligent, c'était un militaire intelligent, eh oui. Et alors, il a deviné l'intérêt et il a alerté sa hiérarchie. Napoléon, qui était aussi un intellectuel, vous savez, Napoléon n'est pas seulement un général guerrier, c'était aussi un intellectuel et un héritier des Lumières. Il était très intéressé par la civilisation. La preuve, c'est que l'expédition d'Égypte comporte plus d'une centaine de savants. Donc Napoléon est intéressé. Seulement arrive la catastrophe, vous la connaissez tous, l'expédition d'Égypte capitule, et donc il y a un procès verbal de capitulation, et les Anglais, qui étaient malins, disent « Dans la capitulation, vous devez nous donner la pierre de Rosette ». Et oui, et donc on donne la pierre de Rosette, et c'est pour ça que la pierre de Rosette est maintenant au British Museum, bien que les Égyptiens la réclament sans arrêt, mais elle y est encore, j'y étais il y a 2 semaines, je peux vous garantir qu'elle y était. Heureusement, les copies avaient été faites, et en particulier, que je vous trouve ça, voilà, dans la description de l'Égypte, c'est le grand livre avec tous les savants qui, justement, sont une description de l'Égypte, ils avaient fait une copie de la pierre de Rosette. Donc, elle était disponible. Alors, on va regarder comment se présente cette pierre de Rosette. La pierre de Rosette, c'est la publication monumentale d'un décret promulgué en 196 avant Jésus-Christ, par un synode. Un synode, c'est une assemblée de prêtres à Memphis. Les prêtres égyptiens se réunissent, et comme ils veulent être bien avec le pouvoir grec, eh bien, ils font un décret pour dire le roi Ptolémée est le meilleur de tous. Et donc, dans le texte, vous avez tout simplement un long éloge. Ah, Ptolémée, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est fort. Et donc, voici, c'est le texte de la pierre de Rosette. Et donc, c'est ce qu'on découvre. Alors, apparemment, c'est sensationnel. Parce que, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la partie inférieure, le bas, c'est inscription en grec. La partie moyenne, c'est en démotique. Alors le démotique, je vous explique ce que c'est. C'est une écriture dérivée des hiéroglyphes, mais très cursive, et en même temps, c'est une langue, c'est les deux. C'est à la fois une écriture et le stade avancé de l'égyptien, le stade comme on parlait l'égyptien à l'époque de Ptolémée. Et puis le haut, le plus intéressant, c'est le texte hiéroglyphique. Alors il est écrit en hiéroglyphes, et dans une langue qui est de l'égyptien, mais de l'égyptien, une image idéale de l'égyptien remontant à la haute antiquité. C'est comme maintenant en Espagne ou en France, on voit souvent des inscriptions officielles qui sont écrites en latin, bien qu'elles soient de maintenant. C'est parce que c'est la langue de prestige. Donc vous avez un texte en 3 langues, et on connaît le grec. Alors, formidable, c'est sensationnel, ça y est, tout est donné. Mais la mariée n'était pas si belle. Elle n'était pas si belle, la mariée. Vous savez pourquoi ? Mais parce que les textes ne séparaient pas les mots, ni les phrases. Tout est continu. Alors, c'est très bien d'avoir la traduction du texte en grec, mais avec la traduction, faire correspondre la traduction avec les éléments égyptiens, c'est pas facile parce qu'on n'a pas de point de raccord. Donc, il y a une énorme difficulté. Comment faire correspondre les mots grecs que l'on comprend aux mots égyptiens qu'on ne comprend pas, soit les mots démotiques, soit les mots en hiéroglyphes? Ce n'était pas une sinécure. Alors, les premiers déchiffreurs ont été très intelligents. Ils ont trouvé un moyen de vaincre la difficulté. Ils ont dit la chose suivante. Dans le texte grec, le nom de Ptolémée est utilisé, je ne sais pas, 6-7 fois.
et le nom de la reine 3-4 fois. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, je vais voir dans le texte égyptien, surtout en démotique, parce que le texte hiéroglyphique était cassé, mais dans le texte démotique, je vais voir le nombre de fois, ou le nombre, ou les groupes qui sont représentés 7 fois. Si vous avez 7 fois le même groupe, ça peut correspondre au nom de Ptolémée que l'on a en grec. Vous connaissez, on appelle ça la méthode de la récurrence. Et c'est une très bonne méthode, hein. Ils ont donc essayé de repérer le nom de Ptolémée et le nom d'Arsinoé dans le texte démotique en disant, en recherchant les groupes qui apparaissaient autant de fois que le nom de Ptolémée ou d'Arsinoé apparaît dans le texte grec. Vous comprenez la méthode, hein, méthode de récurrence. Et ça a donné des résultats. Ça a donné des résultats. Vous avez 2 savants qui ont commencé les premiers progrès. Le premier s'appelle Antoine Isaac Sylvestre de Sacy. Il a réussi à isoler le nom de Ptolémée dans le texte en démotique. Là-dessus, un autre savant qui s'appelle Akerblad, qui était le secrétaire du roi de Suède, il a utilisé le groupe qui se lisait Ptolémée, qui correspondait à Ptolémée en grec, il l'a analysé et il a réussi à déchiffrer la valeur de certains signes. Il a tout compris que dans Ptolémée, il y avait certains signes qui voulaient P, T, etc. C'était donc les premiers progrès. Et alors ces progrès ont été encore plus rendus sensibles grâce à une personnalité exceptionnelle qui s'appelle Jung. Vous avez tous entendu parler de Jung, n'est-ce pas? C'était quelqu'un qui était un physicien, c'était le fondateur de l'optique physiologique. Il a eu une copie de la pierre de Rosette et il a travaillé avec l'idée suivante. Pour isoler les mots, on a un critère. Il avait lu les œuvres de l'abbé Barthélemy, qui avait écrit au XVIIIe siècle. Cet abbé avait une intuition géniale. Il avait dit « Les noms de pharaons sont entourés d'un cartouche ». Alors ça, c'était extraordinaire, parce que dans le texte hiéroglyphique, il y a des cartouches. Donc, on pouvait, dans la continuité du texte, repérer des éléments discrets. Et donc, Jung s'est appuyé là-dessus, et il a effectivement amélioré le nombre de signes alphabétiques qu'on lisait en démotique, et il a amélioré aussi le nombre de signes alphabétiques qu'on pouvait lire dans les cartouches en hiéroglyphes. Donc il y avait déjà des progrès. Et Jung a laissé un alphabet de 15 signes, dont 5 seulement étaient valables, mais avec des correspondants en démotique. Vous voyez, il donne la valeur à droite, et puis ensuite il met le signe en démotique et le signe en hiéroglyphe. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'erreurs, mais c'était déjà un gros progrès. Et puis William Banks, dont je reparlerai, apporta quelques additions, et donc on était arrivé au fait qu'on pouvait déchiffrer certains cartouches, on avait des équivalences, on savait que tel signe, ça veut dire telle lettre, etc. On avait donc fait des progrès, mais on était bloqué. On était bloqué pourquoi? Parce qu'on avait une liste de valeurs, aucun problème. Pour les cartouches, aucun problème. Mais lorsqu'on voulait sortir des cartouches et appliquer ces valeurs phonétiques, ça ne marchait pas. On était coincés. Impossible d'aller plus avant. Et donc Jung resta un peu le bec dans l'eau. Il avait fait quelques progrès, il avait découvert quelques valeurs, mais impossible d'aller plus loin. Pourquoi? Mais parce qu'ils étaient prisonniers d'une idée. Ils étaient prisonniers de l'idée que l'écriture hiéroglyphique était entièrement phonétique. Et donc, ils n'arrivaient pas à aller plus loin que les cartouches. En fait, l'écriture hiéroglyphique, on va le voir, n'est pas seulement phonétique. Donc, la situation était bloquée. Et heureusement, vous savez ce qui est arrivé. Enfin, Champollion vint. Champollion, c'était le fils d'un colporteur qui avait fait fortune en faisant un riche mariage à Figeac, une ville magnifique, hein, je vous conseille d'aller tous à Figeac. Il y a un musée de l'écriture, c'est absolument merveilleux. Il était né donc là, et c'était un obsédé de l'écriture. Il était aidé par son frère, qui était un grand érudit, Jacques-Joseph Champollion, et Champollion était pris d'une boulimie de savoir sur les Écritures. Alors il s'est mis à la Bible, il s'est mis au Coran, il a appris le grec, le syriaque, l'éthiopien, l'araméen, le chinois, et surtout, il a appris quelque chose qui va lui rendre un service éminent, il a appris le copte. Alors qu'est-ce que c'est que le copte? Le copte,
c'est le dernier état de la langue égyptienne et il nous est connu. Je vais vous expliquer comment. Les hiéroglyphes ont disparu, mais la langue égyptienne a survécu jusqu'au Xe siècle après Jésus-Christ. On l'appelait ça le copte. Ensuite, elle a été totalement submergée par l'arabe, mais elle a survécu comme langue liturgique. C'est un peu comme de nos jours, dans certaines églises, on lit encore le latin. Eh bien, il est arrivé au copte, ce qui est arrivé au latin, il a survécu comme langue liturgique. Autrement dit, Champollion a pu apprendre le copte. Et je vous signale, parce que je suppose que beaucoup d'entre vous vont en Égypte ou iront en Égypte, vous pouvez entendre du copte, par exemple à Luxor, si vous allez sur l'autre rive, la rive des morts, vous avez une église dans laquelle il y a encore des cérémonies où ça dure 3 heures, d'ailleurs c'est très long, les gens sortent pour prendre un thé, reviennent, mais vous entendez des chants coptes. Alors c'est très important, vous allez voir, je vais vous expliquer après pourquoi. Champollion avait appris le copte, ça a été déterminant. Et donc voilà, Champollion apprend le copte, tout ça, et puis il voit une momie au musée de Grenoble et il se dit, à 8 ans ou à 6 ans, on ne sait pas exactement, je déchiffrerai les hiéroglyphes. Il s'est mis là-dedans et donc il reçoit une copie de la pierre de Rosette parce que c'était distribué partout. Il accumule une documentation immense et il se met déjà à produire, à écrire. À l'âge de 16 ans, il présente des communications à l'Académie de Grenoble sur les premières tentatives de déchiffrement. Alors, le premier progrès qui vient, c'est qu'il découvre de nouveaux bilingues. La pierre de Rosette était un bilingue, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, enfin un trilingue plus exactement. Mais il découvre d'autres bilingues. Par exemple, il découvre un papyrus, le papyrus Kazati, qui est écrit en démotique. Alors je vais expliquer le démotique, c'est la cursive dérivée des hiéroglyphes qui est écrit dans la langue la plus récente. C'est la partie médiane de la pierre de Rosette. Donc il découvre le papyrus Kazati, et le papyrus est écrit en démotique, mais il y a la traduction grecque. Est-ce que vous la voyez en dessous? Au-dessus, vous avez le démotique, et en dessous, vous avez la traduction en grec, et on lit le grec. Donc, grâce à ce papyrus Kazati, il peut identifier le nom de Cléopâtre, donc un nouveau bilingue qui augmente les possibilités. Il trouve un autre bilingue par un obélisque. Alors, vous allez voir l'aventure de cet obélisque. Cet obélisque se dressait à Philae, que vous connaissez tous. Mais William Banks, dont je vous ai parlé, a pris l'obélisque et l'a amené chez lui et l'a fait dresser devant son manoir. Vous voyez, joli établissement, hein, résidence secondaire, agréable à vivre. Et donc, l'obélisque avait des hiéroglyphes et le texte en hiéroglyphes était à la base suivi d'un texte grec. Et donc là encore, on n'avait pas un bilingue exact, mais on avait au moins un objet sur lequel on avait d'une part un texte hiéroglyphique avec des noms de souverains, et d'autre part un texte grec qui identifiait ces souverains. Et Champollion, en travaillant là-dessus, a pu reconnaître de nouveau le nom de Ptolémée qui était déjà sur la pierre de Rosette, et puis il a pu identifier le nom de Cléopâtre que vous avez en dessous. Donc, avec ces bilingues, Champollion a considérablement accru le nombre de lettres que l'on connaissait dans les cartouches des pharaons et il a étendu cette découverte à d'autres documents et ainsi il a pu lire les noms des empereurs comme Germanicus, comme Auguste, parce qu'il faut que vous sachiez que lorsque les Romains dominaient l'Égypte, les temples égyptiens continuaient toujours à être écrits en hiéroglyphes, ils devaient toujours avoir un pharaon. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Comme il n'y avait plus de pharaon authentique, on mettait le nom de l'empereur romain de l'époque. Ce qui fait qu'on a beaucoup de cartouches d'empereurs romains et Champollion, grâce à ses bilingues et grâce aux travaux antérieurs, a pu augmenter vraiment beaucoup le nombre de signes connus et il s'est mis à identifier un grand nombre de cartouches. C'était vraiment des progrès immenses. Mais, tout n'est pas fini. Parce que c'est très beau de pouvoir lire tous les cartouches des empereurs romains. On en avait une dizaine, de tous les Ptolémées. C'était magnifique. On pouvait faire des équivalences. On avait un alphabet de 24 signes, quelque chose comme ça. Seulement, voilà, on était toujours bloqués. Dès qu'on voulait sortir des cartouches, impossible, ça ne marchait pas. Ce qui marchait sur les cartouches, les équivalences de signes qui marchaient sur les cartouches, lorsqu'on les portait en dehors des cartouches, ça ne marchait pas. Toujours la même idée. Comment sortir de l'impasse? Alors, Champollion, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a fait une étude statistique. Il a regardé la pierre de Rosette
et il a compté le nombre de signes dans la version démotique. Et il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup trop de signes différents, pour que ce soit une écriture alphabétique. Pourquoi? Parce qu'un alphabet, ça comporte 25, 30, 40 signes au maximum, mais jamais plus. Or, il y avait dans le texte démotique plus de 150 signes différents. Ça ne pouvait donc pas être alphabétique. Mais d'autre part, la plupart, il y avait une très forte récurrence de beaucoup d'entre eux pour que le texte fût entièrement idéographique. Ça ne pouvait pas entièrement idéographique parce que trop de signes revenaient. Alors, il y avait donc un problème. De même, dans la version hiéroglyphique de la pierre de Rosette, il a compté 1419 signes, dont 180 différents. Encore une fois, la même conclusion. Ça ne peut pas être une écriture idéographique, ça ne peut pas être une écriture alphabétique. Que faire? Que faire? Eh bien, l'illumination est venue. Il a considéré un cartouche dans le temple d'Abou Simbel. Il a regardé ce cartouche. Il l'a examiné attentivement. Le premier signe, ça représente le soleil. Et comme il connaissait le copte, c'est là où tout se joue. Il connaissait le copte, il s'est dit en copte, le soleil, c'est Ra. Ensuite, il y avait un autre groupe que je vous ai représenté, vous voyez, 3 signes. Ce groupe de 3 signes, il l'a retrouvé dans la pierre de Rosette. Et en regardant par correspondance où ce signe se trouvait, il a constaté qu'il se trouvait à l'endroit où, dans la traduction grecque, on parlait d'anniversaire. Il s'est dit donc ce groupe de signes apparaît dans le mot anniversaire en grec. En égyptien, anniversaire se dit hu, mis. Le jour où, ça on savait en copte c'est mou, et mis. Il s'est donc dit, et si ce groupe de 3 signes se lisait mis, mettre au monde? Supposez que je prenne cette valeur. Je l'ajoute au signe Ra. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens Ra, Mès. Illumination, pourquoi? Parce que par les auteurs grecs, ils savaient que beaucoup de pharaons s'appelaient Ramsès ou Ramès. Il s'est donc dit, voilà, j'ai trouvé le cartouche que j'ai est à la fois idéographique, le signe Ra pour le soleil, c'est un idéogramme, et il est en même temps phonétique, parce que le groupe de 3 signes que j'ai se lit Mès ou Messès, le mot pour dire mettre au monde d'après le copte Missi. Donc, illumination. Alors, aussitôt, il se dit, il faut que je contrôle ça. Et il l'a contrôlé grâce à un autre cartouche. Vous l'avez en bas, je suppose. Hein. Il a regardé un cartouche dans lequel il y avait d'abord le signe de l'ibis sur le pavois. Or, l'ibis sur le pavois, par les auteurs grecs, on sait qui c'est. C'est Thoth, ou Teut, comme vous voulez. Donc, il s'est dit, le signe de l'ibis, comme le signe Ré, ça écrit le signe du soleil Ré, le signe de l'ibis, ça doit se lire Thoth, ça doit être l'image de Thoth. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Mais j'ai encore le groupe mystérieux qui se lit Mès. Et donc, si j'ajoute l'un à l'autre, j'ai Thoth-Mès. Or, qu'est-ce que c'est que Thoth-Mès? Mais c'est le nom d'un pharaon connu par les auteurs grecs. Ça y est, je tiens l'affaire, a-t-il dit. Et effectivement, il tenait l'affaire. Ça, c'est vraiment la révélation. Qu'est-ce qu'il avait compris? Mais il avait compris que l'écriture égyptienne n'était ni entièrement phonétique, ni entièrement idéographique, mais elle était à la fois idéographique et à la fois phonétique. C'est là qu'il a vraiment que tout s'est illuminé. Alors, bien entendu, ça a été la révélation. Cette révélation, il l'a présentée dans une lettre qu'on appelle la lettre à Monsieur Dacier. Alors, ce n'est pas vraiment... dans les ouvrages, vous trouverez toujours que le déchiffrement est présenté dans la lettre à Monsieur Dacier. C'est à moitié vrai. En fait, dans la lettre à Monsieur Dacier, il montre surtout qu'on peut lire le nom des souverains étrangers phonétiquement. Mais le vrai travail de Champollion, qui a vraiment révélé son déchiffrement, c'est dans un autre texte qu'on appelle le précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens, où recherche sur les éléments premiers de cette écriture sacrée, sur leurs diverses combinaisons et sur les rapports de ce système avec les autres méthodes graphiques égyptiennes. Paris, 1824, 2 ans après la lettre de M. Dacier. Le cœur de ce travail, le cœur de tout,
c'est la citation que je vais vous lire parce que tout est dedans. Ça, c'est vraiment... voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'écrit Champollion. C'est Champollion qui parle, ce n'est pas moi. La question relative à la nature élémentaire du système hiéroglyphique restait donc tout entière. Les écritures égyptiennes procédaient-elles idéographiquement ou bien exprimaient-elles les idées en notant le son même des mots? Mes travaux ont démontré que la vérité se trouvait précisément entre ces deux hypothèses extrêmes, c'est-à-dire que le système graphique égyptien tout entier employa simultanément des signes d'idées et des signes de son. Ra, mes, tot, idée, mes, le son. Que les caractères phonétiques de même nature que les lettres de notre alphabet, loin de se borner à la seule expression des noms propres étrangers, formaient au contraire la partie la plus considérable des textes égyptiens hiéroglyphiques, hiératiques et démotiques, et y représentaient, en se combinant entre eux, les sons et les articulations des mots propres à la langue égyptienne parlée. Tout est dans cette citation. D'abord, on reconnaît, contre l'égyptosophie et l'obscurantisme de l'Antiquité gréco-latine, que c'est une vraie écriture. C'est-à-dire une écriture, que ce que c'est un code visuel, c'est de transposer visuellement un langage. Et donc, il montre bien que c'est un langage. Il montre que cette écriture est fondée sur l'idéographie. Il y a donc des signes qui représentent des idées ou des mots entiers, si vous voulez. Et puis, elle est aussi écrite phonétiquement, c'est-à-dire des signes qui ne représentent que des sons, selon le principe du rébus, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a des signes qui écrivent un ra, non pas pour dire le ra, mais pour écrire le son ra. C'est ça qui... Et il montre qu'effectivement, les signes phonétiques sont finalement les plus importants, ceux qui constituent la partie la plus importante de l'écriture hiéroglyphique, les signes idéographiques existants, mais étant en nombre plus restreint. Alors là, vraiment, avec ce passage, c'est le cœur de tout. Alors, une fois qu'il a fait ça, bien entendu, il va quand même s'appesantir et expliquer un peu ce qui se passe. Alors, voici ce qu'il dit. Il dit... Les trois types d'écriture égyptienne, les hiéroglyphes, le démotique dont je vous ai parlé tout à l'heure, et le hiératique. Le hiératique, c'est aussi une cursive, comme le démotique, mais c'est différent du démotique parce que cette cursive est indépendante de l'état de langue. Le démotique n'écrit que les états récents de la langue égyptienne, alors que le hiératique est une cursive qui peut écrire aussi bien des états anciens que des états récents. Bon, ça, c'est pas important, c'est un détail. Et il dit les trois types d'écriture sont fondés sur les mêmes principes. Et même par jeu, Champollion, on a trouvé des manuscrits, il s'amusait à écrire le même mot en démotique, en hiératique et en hiéroglyphe. Deuxième point fondamental, qu'est-ce qu'il dit? Les signes phonétiques comportent des homophones. C'est ça qui avait gêné les gens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homophone? Un homophone, ça veut dire que plusieurs hiéroglyphes différents peuvent avoir la même valeur. Ainsi, dans les cartouches de Ptolémée et de Cléopâtre, on constate que ce qui correspond à T est rendu parfois par le signe que vous voyez, on dit que c'est le signe du pain, parfois par le signe D, c'est le signe de la main, que vous reconnaissez. Et donc, deuxième, ce qui gênait les chercheurs, c'est que parfois, le même son était rendu par différents signes. Et donc, il reconnaît qu'il y a des homophones. C'est un point très, très important. Alors, troisième point qui avait gêné aussi beaucoup les gens, c'est un point difficile, et c'est là que beaucoup de monde a du mal à comprendre. Il reconnaît une troisième catégorie qu'on appelle les classificateurs ou les déterminatifs. Alors, c'est une notion qui est difficile à comprendre pour nous parce qu'on n'a pas l'équivalent. Qu'est-ce que c'est qu'un classificateur ou un déterminatif? C'est un signe qui n'a pas de son, mais qui n'écrit pas un mot, mais qui indique une classe de sémantique. Par exemple, quand j'écris un mot qui connote l'idée de violence, qu'est-ce que je fais? À la fin de ce mot fort, puissant, brave, je fais le signe du bras ou le signe de l'homme armé. Ils n'ont pas de valeur phonétique. Ils n'écrivent pas de mots, simplement ils disent le mot qui est écrit avant appartient à la classe sémantique de la notion de force. De même, quand vous écrivez le nom d'un arbre en égyptien, vous l'écrivez phonétiquement ou idéographiquement, mais à la fin, vous ajoutez un classificateur représentant un arbre, ce qui veut dire ce qui est écrit avant
est un mot qui rentre dans la classe des arbres. Et ainsi de suite, vous avez des mots pour définir la classe des hommes, etc., etc. Or, Champollion reconnaît cette catégorie, et c'est son grand mérite, parce que ça déconcertait les gens. Les gens n'arrivaient pas à comprendre qu'il y avait des signes qui n'étaient pas phonétiques, qui n'étaient pas idéographiques, qui étaient entre les deux. Et il montre, par exemple, que le groupe qui représente le pain dont je vous ai parlé et l'œuf, combinés ensemble dans le cartouche de Cléopâtre, ça n'avait pas de valeur phonétique, ça n'avait pas de valeur idéographique, ça voulait dire simplement le nom qui précède est celui d'une déesse ou d'une reine, peu importe. C'est donc un déterminatif. Ça, c'est un point très important. Dernier point essentiel, et qui fait très grosse difficulté pour même ceux qui s'intéressent encore aux hiéroglyphes, c'est le problème les voyelles. Les hiéroglyphes, reconnaît Champollion, n'ont qu'une place mineure dans l'écriture hiéroglyphique. Et de fait, à l'époque classique, on n'écrit pas les voyelles. Alors ça peut surprendre certains. Beaucoup d'entre vous peuvent se dire « mais qu'est-ce que c'est que ces langues qui s'écrivent sans voyelles ?» En fait, c'est assez facile à comprendre pour ceux qui connaissent l'arabe ou ceux qui connaissent l'hébreu. L'égyptien, ce n'est pas une langue sémitique, mais c'est une langue qui est très proche des langues sémitiques. Et dans ces langues sémitiques, qu'est-ce qui se passe? Les idées sont portées par des consonnes. Et les voyelles viennent simplement à différencier les différents mots qui représentent la même idée. Par exemple, en arabe, la succession K, T, B, ça apporte la notion d'écrire. Si j'ai la voyelle longue A et I, si je dis Katib, ça veut dire l'écrivain. Mais si je dis Kitab, Kataba, ça veut dire il a écrit. Et vous voyez que chaque fois, ce qui compte, c'est la structure consonantique, et les voyelles viennent secondairement expliciter la structure consonantique. Ce qui fait que quelqu'un qui connaît la langue n'a pratiquement pas besoin des voyelles. Et quand vous lisez un journal en arabe ou en hébreu, les voyelles brèves ne sont pas écrites. On écrit parfois les voyelles longues parce que celui qui connaît la langue, grâce aux consonnes, reconnaît le texte automatiquement. Et l'égyptien, c'est le cas. Vous voyez ce qu'il dit ? On peut donc assimiler l'écriture phonétique égyptienne à celle des anciens phéniciens, aux écritures dites hébraïques, syriaques, samaritaines, tout ça c'est des écritures sémitiques, à l'arabe koufique, à l'arabe actuel, des écritures semi-alphabétiques parce qu'elles n'offrent en quelque sorte à l'œil que le squelette seul des mots, les consonnes, et les voyelles longues sans suppléer les voyelles brèves. Et vous voyez, dans ces 4 points que j'ai vus là, Champollion avait pratiquement fini de casser le code. Maintenant, finir de casser le code, ça ne veut pas dire avoir à en finir avec les hiéroglyphes. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il est arrivé ce qu'il arrive dans les choses humaines. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup apprécié. Pourquoi ? Parce qu'il avait eu du génie et d'autres auparavant n'avaient pas eu le même génie. En particulier Jung, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il était très jaloux de ça parce qu'il n'avait pas arrivé à casser le code. Alors il a commencé à écrire un article, enfin un livre très polémique contre Champollion, en disant que Champollion lui avait volé, etc. Et puis après, il est venu à repentance et plus tard, il a reconnu la suprématie de Champollion. Mais jusqu'à une certaine époque, quand vous alliez au British Museum, vous aviez encore la pierre de Rosette déchiffrée par Jung. Maintenant, dans le dernier catalogue, ils ont arrangé les choses. Donc Champollion, voilà, a déchiffré les hiéroglyphes, il est victime des jaloux, mais il s'en fiche, et il lui reste maintenant à exploiter sa découverte. Il ne suffit pas d'avoir vu les principes, il faut maintenant les mettre en application. Alors il va s'activer à justement mettre en application ce déchiffrement. Alors ce qu'il lui faut avant tout, c'est des documents. On peut pas, pour progresser, il faut des documents. Et donc il faut aller les chercher où ? En Égypte. Et il va être aidé par des mécènes qui vont lui donner de l'argent. Alors il va d'abord aller à Turin, au musée de Turin, où il y avait beaucoup d'objets, et puis il va aller faire une expédition en Égypte et en Nubie, et il va revenir de cette expédition avec une publication, Monument de l'Égypte et de Nubie, par Champollion le Jeune, parce que pour le distinguer de son frère, et dans ce premier volume, c'est un énorme amas de matériaux nouveaux qu'il présente à la science et sur lequel il travaille lui-même. Et il fait des expéditions, en particulier une expédition pour enrichir le musée du Louvre. Pour enrichir le musée du Louvre,
il fait rapporter plusieurs monuments, en particulier ce bas-relief qui montre le roi Séti Ier devant la déesse et qui est un chef-d'œuvre du Louvre. Et donc, il va travailler d'arrache-pied. Et ce qui est très beau, c'est triste, mais c'est beau, c'est que finalement, on peut dire que Champollion va mourir au champ d'honneur. Pourquoi ? Mais parce qu'il va faire des expéditions en Égypte. Et vous imaginez, vous connaissez peut-être l'Égypte, mais imaginez l'Égypte à cette époque, au début du XIXe siècle. Faire des expéditions, rester 6 mois là-bas et en Nubie, ce n'était pas une garantie de santé. Eh bien, qu'est-ce qui se passait ? Il va y laisser la santé. Il va mourir très vite, hein. Il meurt rapidement, il meurt 10 ans après la lettre à Dacier, en 1832, mais on peut dire qu'il est mort en champ d'honneur. Ici, je vous ai mis une représentation qui le montre. Vous voyez, il est justement en train de faire une expédition. Il est entouré de ses ouvriers. On le voit là, trônant. Alors, il y avait une chose étonnante, c'est qu'il avait le teint très basané. Et les Égyptiens le disaient, mais vous êtes un Égyptien, finalement. Et là, il se porte bien, ils sont avec des gens qui se portent bien. Malheureusement, il ne s'est pas bien porté. Et donc, en 1832, miné par les maladies, il va disparaître au champ d'honneur. Mais posthumement, on va publier sa grammaire, qui est en quelque sorte son œuvre posthume, dans lequel il rentre dans le détail. Alors, c'est un instrument magnifique, avec des représentations magnifiques. On a vous voyez, le manuscrit de Champollion, et c'est ce qui nous reste de lui. Et donc, Champollion va mourir et va laisser l'égyptologie. Alors, l'égyptologie va se développer avec des hauts et des bas, et bien entendu, comme vous l'imaginez, mais elle va, loin de péricliter, elle va se développer. Et à l'heure actuelle, nous avons une espèce de tsunami égyptomaniaque qui envahit tous les pays et qui donne de gros résultats. Vous avez en Espagne en particulier toute une énorme quantité de jeunes égyptologues valeureux. Alors j'en ai un ici, j'en ai un en face, hein, le professeur Morales, le professeur Garcia-Coma, qui sont les représentants de cette jeune égyptologie qui a apporté beaucoup et qui sont en quelque sorte les héritiers de Champollion. Je vous remercie.